Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo de présentation des tests portant sur le chapitre valeurs et vecteurs propres. Deuxième vidéo qui sera consacrée à la section 2 du fichier de test. Et on va tout de suite à la première question. Première question qui porte sur la multiplicité algébrique des valeurs propres d'une transformation linéaire de R2. Et la transformation, elle est illustrée par la figure ici, avec laquelle normalement vous êtes familier si vous avez regardé les notes de cours ou la première vidéo pour des tests. C'est une capture d'écran de l'applet du MIT. On y voit deux directions propres réelles en violet. Donc première direction propre, deuxième direction propre, un vecteur rouge quelconque et son image en bleu par la transformation, et les rectangles en rouge pâle et en bleu pâle représentent la décomposition du vecteur rouge d'une part et du vecteur bleu d'autre part, suivant ces deux sous-espaces propres qui sont supplémentaires dans R2. 4 réponses possibles pour cette multiplicité algébrique des valeurs propres. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est la réponse 1, la bonne réponse. Multiplicité algébrique 1 pour chacune des deux valeurs propres. Justification, comme on est en dimension 2, la somme des multiplicités algébriques de toutes les valeurs propres vaut 2. Ça, c'est le théorème fondamental de l'algèbre, des valeurs propres réelles ou complexes, vaut 2. Et par définition, chaque multiplicité algébrique vaut au moins 1. Du coup, il n'y a pas tellement le choix, comme il n'y a que 2 dimensions, et comme il y a 2 valeurs propres réelles associées aux 2 directions propres associées au violet, les multiplicités algébriques de ces 2 valeurs propres, elles valent au moins 1, et elles ne peuvent pas valoir plus que 1, puisque leur somme vaut 2. Donc chacune vaut 1. Au passage, il n'y a pas d'autres valeurs propres, ni réelles, ni complexes, que les valeurs propres associées à ces 2 directions propres, toujours pour la même raison, parce que la somme des multiplicités algébriques de toutes les valeurs propres, c'est le degré du polynôme caractéristique, et donc ça vaut 2, puisqu'on est dans dimension 2. Question suivante. Une question, je pense, assez facile, qui porte sur la même transformation. Normalement, vous devriez savoir répondre sans problème. Cette transformation est-elle diagonalisable sur R? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est oui. Et c'est oui parce qu'il existe une base de vecteurs propres. On va préciser. Une base de vecteurs propres réelle, voilà, que j'ai représenté ici. Vous prenez n'importe quel vecteur dans ces 2 directions propres qui forment 2 droites non collinaires, donc 2 sous-espaces supplémentaires. Ça fait une base de R2, ça fait une base de vecteurs propres réels. Question suivante. Une simple question de cours qui porte sur la multiplicité géométrique d'une valeur propre, lambda, d'un endomorphisme F d'un K-espace vectoriel de dimension finie. 4 propositions pour la définition de la multiplicité géométrique d'une valeur propre. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La bonne réponse, c'est la réponse 4. N moins le rang de F moins lambda identité. Les 2 premières réponses ne faisaient pas intervenir lambda, donc sont à exclure, sauf que la 2, c'est comme la 4 lorsque lambda égale 0, mais si lambda n'est pas nul, les 2 premières sont à exclure. Et puis par définition, la multiplicité géométrique d'une valeur propre, c'est la dimension de l'espace propre. L'espace propre, c'est le noyau de F moins lambda identité. Et d'après le théorème du rang, sa dimension, c'est n moins le rang de F moins lambda identité.
Donc réponse 4. Et une remarque, dans cette question, on a choisi de se placer dans un cadre un peu général d'un endomorphisme d'un cas espace vectoriel de dimension finie n. On aurait tout aussi bien pu se placer dans un cadre matriciel en remplaçant endomorphisme F par matrice carrée n croix n. La réponse aurait été inchangée. Et c'est la même chose pour les questions qui vont suivre, qu'on peut poser en termes d'endomorphisme ou en termes matriciels. Et on a choisi de les poser plutôt en termes matriciels parce que c'est plus concret et plus proche des applications. On passe à la question suivante. Avant de passer à la question suivante, juste pour terminer, donc les questions qui vont suivre auraient aussi pu être formulées en termes d'endomorphisme et elles auraient eu les mêmes réponses. Allez, maintenant on passe pour de bon à la question suivante. Une question normalement assez simple, qui ne devrait pas vous poser de problème. Vrai ou faux, une matrice carrée est inversible si et seulement si toutes ses valeurs propres sont non nulles. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Bon, la réponse, c'est vrai. Et c'est une assertion qui est assez facile à justifier. Pour que ce soit encore plus facile de la justifier, on a justifié l'assertion dans laquelle on considère l'équivalence entre la négation de ces deux assertions. Donc vous voyez, on a dit, ça revient à dire que A est non inversible, donc la négation de A est inversible, si et seulement si 0 est valeur propre de A, ce qui est la négation de toutes les valeurs propres de A sont non nulles. Bon, on vous a proposé deux justifications. La plus simple, c'est la première. A est non inversible si et seulement si elle est non injective, puisque c'est une matrice carrée. Si et seulement si son noyau n'est pas réduit au vecteur nul. Et ça, c'est équivalent à dire que 0 est valeur propre, parce que 0 est valeur propre s'il y a un vecteur non nul qui est envoyé sur 0. Deuxième justification, mais qui est un petit peu plus sophistiquée, peut-être inutilement sophistiquée, puisqu'elle fait intervenir le déterminant. A est non inversible si et seulement si son déterminant est nul, chapitre déterminant. Si et seulement si 0 est valeur propre. Pourquoi? Parce que le déterminant, il est égal au produit des valeurs propres. Comptez avec leur multiplicité algébrique, mais peu importe, du coup, le déterminant vaut 0, si et seulement si 0 est valeur propre de A. Les multiplicités algébriques, elles valent au moins 1. Question suivante. Vrai ou faux, pour toute matrice carrée, le noyau est l'espace propre associé à la valeur propre 0. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Bon, en fait c'est faux, mais c'était un petit peu un piège. Si vous avez répondu vrai, vous n'êtes pas très loin d'avoir raison quand même. Donc vous inquiétez pas, c'est pas grave si vous avez répondu vrai. En fait c'est presque vrai. C'est vrai à condition que 0 soit effectivement valeur propre. Si 0 n'est pas valeur propre, il n'y a pas d'espace propre. Donc le noyau n'est pas l'espace propre de A associé à la valeur propre 0 puisque l'espace propre n'existe pas. Donc l'assertion elle est vraie à la condition que 0 soit effectivement valeur propre de A. On passe à la question suivante. Vous voyez, on était dans une sous-section 2.1 définition et on va passer dans une sous-section de 2 valeurs propres et opérations. Et on va regarder diverses opérations. Et pour commencer, l'opération qui consiste à multiplier la première colonne, ça pourrait être n'importe quelle colonne, mais disons la première colonne seulement d'une matrice par 2. Donc la matrice A, c'est une matrice initiale, et la matrice B est obtenue à partir de A en multipliant la première colonne par le facteur 2. Comment les valeurs propres de B sont-elles reliées aux valeurs propres de A? L'une des valeurs propres est multipliée par 2, toutes les valeurs propres sont multipliées par 2, aucune des deux relations précédentes. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La bonne réponse, c'est aucune
des relations précédentes. Et il n'y a pas de relation claire en général entre les valeurs propres de B et celles de A. Bien sûr, il peut arriver, dans certains cas particuliers, qu'il y ait une relation. Par exemple, si le premier vecteur de la base canonique est un vecteur propre pour A, alors il sera encore vecteur propre pour B, pour la valeur propre qui sera 2 fois plus grande. Mais en général, il n'y a pas de relation simple. Le fait de modifier par un facteur seulement une colonne, en gros, ça vous modifie la matrice de façon un petit peu trop générale, pas assez spécifique, pour qu'il y ait un lien clair entre les valeurs propres de A et les valeurs propres de B. Donc, c'est peut-être le genre de question qui n'est pas très facile pour vous, parce que c'est une question, justement, qui ne repose pas sur un résultat du cours, puisque dans le cours, il n'y a pas de résultat comme ça. Donc, pour être sûr que c'est faux, il faut trouver un contre-exemple. Alors là, on vous a proposé un petit contre-exemple tout simple, avec deux matrices de 2. Et vous voyez, comme on a mis un 0 ici, le fait dans la matrice B de faire x2 dans la première colonne, hein, 0, 1, 0, 2, ça ne modifie pas la trace, mais ça modifie le déterminant. Le déterminant est 2 fois plus grand pour la matrice B que pour la matrice A. Et du coup, il se trouve que le discriminant, qui vaut T2 moins 4D, est nul pour la matrice A, ce qui veut dire que vous avez deux valeurs propres réelles, une valeur propre réelle double pour la matrice A. Et pour B, le discriminant est strictement négatif, donc vous avez deux valeurs propres complexes conjuguées. Bon, c'est un exemple, mais en gros, si j'avais pris une matrice A au hasard, en gros, les valeurs propres de B n'auraient aucune raison d'avoir une relation simple avec les valeurs propres de A. Question suivante. Alors, voilà une question qui, j'espère, ne devrait pas vous poser de difficultés. Comment les valeurs propres de la matrice 2A, en multipliant A par 2, sont-elles reliées aux valeurs propres de A? Est-ce qu'elles sont égales aux valeurs propres de A? Est-ce qu'elles valent le double? Est-ce qu'elles valent les valeurs propres de A multipliées par 2 puissance n? Est-ce qu'elles valent le carré ou bien aucune des réponses précédentes? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La bonne réponse, c'est le double des valeurs propres de A. Donc la réponse 2. Alors au-dessous là, vous avez une justification formelle, mais j'espère que votre intuition vous a permis de trouver la bonne réponse sans avoir besoin forcément d'écrire complètement sa justification formelle. La transformation 2A par rapport à la transformation A, elle transforme tout vecteur en un vecteur 2 fois plus grand. C'est la définition de 2A. Et donc si x est un vecteur propre pour A pour la valeur propre lambda, x est transformé par A en lambda x, facteur multiplicatif lambda, et par 2A en un vecteur 2 fois plus grand, donc 2 lambda x. Au passage, si vous avez répondu 3, c'est probablement parce que vous avez pensé au déterminant. C'est le déterminant de la matrice 2A, puisque la matrice 2A, elle a des images 2 fois plus grandes dans toutes les directions. Donc au niveau de son facteur de dilatation des volumes, le facteur de dilatation des volumes, c'est le facteur de dilatation des distances dans les n dimensions en quelque sorte. Donc c'est normal que le déterminant, lui, il vaille 2 pour 2A, déterminant de 2A, il vaille 2 puissance n, le déterminant de A. Mais pour les valeurs propres, c'est vraiment le multiplicateur de la matrice, on le retrouve au niveau des valeurs propres. Double. Question suivante. Alors à nouveau une question, j'espère, assez simple. Si lambda est valeur propre de A, de quelle quantité peut-on affirmer qu'elle est valeur propre de A au carré? A croix A. 4 options possibles. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La bonne réponse, c'est lambda 2. Réponse 4. Justification. Alors ici, vous avez une justification formelle. Je vais essayer de l'expliquer de façon un peu plus intuitive oralement. Si x est vecteur propre pour la valeur propre lambda, alors tous les multiples de x, toute la droite vectorielle engendrée par x, est constituée de vecteurs propres pour la même valeur propre lambda. Donc quand vous faites agir A sur n'importe quel vecteur de cette droite vectorielle engendrée par x, ça multiplie par lambda. Donc si vous appliquez A une fois, ça multiplie par lambda, et si vous réappliquez A une deuxième fois, ça remultiplie par lambda. Donc ça multiplie par lambda 2. On est d'accord, hein?
Si x est vecteur propre pour la valeur propre lambda, la droite vectorielle, l'espace vectoriel engendré par x, est invariante par la transformation A, et A agit sur cette droite par multiplication par lambda. Donc A2 par multiplication par lambda 2. J'ai presque été trop long dans l'explication. On passe à la question suivante. Alors, une petite question qui a pour but de vous faire réfléchir en lien avec la question précédente. Essayez à chaque fois de prendre le temps de réfléchir à chaque question avant de regarder la réponse. Si A est une matrice carrée, n croix n, la matrice A2 peut-elle avoir pour valeur propre moins 1 ? J'aurais pu poser comme question, peut-elle avoir une valeur propre négative ? Bon, j'ai posé moins 1 pour que la question soit encore plus concrète. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Et bien la réponse c'est oui. Et si vous avez répondu non, c'était fait exprès, c'était en quelque sorte légèrement piégeux. C'est parce que vous vous êtes laissé absorber par ce lambda au carré là, en pensant que lambda est forcément réel, mais lambda peut être complexe. Si lambda est complexe, lambda au carré pourrait être égal à moins 1. Si lambda vaut plus ou moins i, lambda au carré vaudra moins 1. Et c'est le cas pour la matrice, cette matrice-là, qui est la matrice de la rotation d'angle pi sur 2, dans R2. Et A au carré, donc c'est 2 fois la rotation d'angle pi sur 2, donc c'est la rotation d'angle pi. Donc c'est moins identité de R2. Et moins identité de R2, bien sûr, elle a pour seule valeur propre d'ailleurs, moins 1. Les valeurs propres de A, si vous les calculez, vous verrez qu'elles valent plus ou moins i. C'est aussi un exemple qui figure dans les notes de cours. Et donc c'est cohérent avec la question précédente, puisque les valeurs propres de A valent plus ou moins i, donc moins 1 est valeur propre de A. Et on pourrait même d'ailleurs justifier que si les valeurs propres de A sont plus ou moins i, la seule valeur propre possible pour A c'est moins 1, mais ce n'était vraiment pas demandé dans la question, donc on va pas en dire plus, on va passer à la question suivante. Une petite question vrai ou faux. Si A et B sont deux matrices carrées n croix n, lambda est une valeur propre de la première, mu est une valeur propre de la seconde, est-ce que lambda mu est une valeur propre du produit des deux matrices ? J'aurais pu préciser au passage, parce que c'est ça le vrai ou faux. C'est vrai ou faux sur l'assertion, alors lambda mu est toujours une valeur propre de AB. C'est ça sur laquelle je vous demande de dire si c'est vrai ou faux. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Alors, la réponse, c'est que c'est faux en général. Donc la réponse, c'est faux. La bonne réponse, c'est faux, parce que c'est faux en général. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai si un vecteur propre de A pour la valeur propre lambda est aussi un vecteur propre de B pour la valeur propre mu, parce qu'à ce moment-là, ce vecteur, il est envoyé proportionnellement à lui-même par A avec le facteur de proportionnalité lambda, et puis multiplié par le facteur de proportionnalité lambda, il est encore vecteur propre pour B, pour la valeur propre mu. Donc quand on applique B, ça le multiplie par mu. Donc du coup, il sera vecteur propre pour le produit des deux matrices pour la valeur propre lambda mu. Ok. Mais c'est un cas un peu particulier. En général, c'est faux. Et donc, pour être vraiment sûr que c'est faux, il faut produire un contre-exemple. En fait, si vous prenez des matrices au hasard, l'assertion sera en général jamais vraie. Aucune raison d'être vraie. C'est vraiment dans des cas très particuliers qu'elle va être vraie. Alors là, on a fourni un exemple le plus simple possible, qui montre en tout cas que ça peut être faux. Vous voyez, on a pris ces matrices très simples A et B. A, c'est la projection sur l'axe des abscisses dans R2, et B, c'est la projection sur l'axe des ordonnées. Quand vous les composez, AB, ça projette sur l'axe des abscisses, puis sur l'axe des ordonnées, ou dans n'importe quel ordre, la composée vaut 0. Pourtant, 1 est valeur propre pour A, et aussi pour B. Mais vous voyez, 1 fois 1 qui vaut 1 n'est pas valeur propre pour AB, puisque AB, c'est seule valeur propre, valent 0. Question suivante. Alors une question un peu analogue, mais au lieu que ce soit pour le produit de deux matrices, c'est pour la somme de deux matrices. Si A et B sont deux matrices, si lambda est une valeur propre pour A et mu est une valeur propre pour B, est-ce que, vrai ou faux, est-ce que lambda plus mu est, sous-entendu, toujours une valeur propre de A plus B? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Alors,
à nouveau, c'est faux en général. Hein, donc la bonne réponse, c'est faux. Pareil ici. Ça peut être vrai un peu dans la même situation qu'au-dessus. Mais en général, c'est faux. Et si vous prenez les deux matrices ci-dessus, quand vous faites la somme A plus B, ça fait I2. Et I2, elle n'a pas pour valeur propre 1 plus 1 égale 2, par exemple. Donc en fait, ces deux petites questions, c'était juste pour, en quelque sorte, vous alerter sur l'idée générale, qu'en général, si un résultat n'est pas dans le cours, c'est probablement qu'il est faux. Et aussi pour stimuler votre recherche, vos capacités à trouver des contre-exemples, ce qui est une démarche intéressante en mathématiques, hein, d'essayer de trouver des contre-exemples, de montrer tout ce qui est faux. C'est souvent assez créatif parce qu'il faut trouver justement un exemple qui montre que les choses sont fausses, quoi. Voilà, allez, j'en ai déjà trop dit, on passe à la question suivante. Encore une question, vrai ou faux, toujours dans notre partie opération, valeur propre et opération sur les matrices. Si A est une matrice carrée inversible et si lambda est une valeur propre pour A, alors lambda-1 est une valeur propre pour A-1. Vrai ou faux? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est vrai. Et non seulement c'est vrai, mais vous voyez, c'est encore plus fort, ce qu'on a écrit au-dessus. Les deux assertions suivantes sont équivalentes. C'est que si V est un vecteur propre de A pour la valeur propre lambda, V est un vecteur propre de A-1 pour la valeur propre lambda-1. Donc, les valeurs propres de A et les valeurs propres de A-1 sont inverses les unes des autres, et en plus, elles correspondent au même vecteur propre. Donc voilà une justification formelle à travers des équivalences. Je vais essayer d'expliquer de manière encore plus intuitive. Si V est vecteur propre pour A pour la valeur propre lambda, alors tous les vecteurs collinaires à V, c'est-à-dire toute la droite vectorielle engendrée par V, span de V, est constituée de vecteurs propres pour la même valeur propre lambda. Et donc, cette droite vectorielle, elle est invariante par la transformation A, et A agit sur cette droite vectorielle en multipliant les vecteurs par lambda. Du coup, pour que A composé avec A-1 fasse identité, il faut que A-1 agisse en laissant à nouveau invariant cette droite vectorielle, mais en multipliant les vecteurs par le facteur inverse. Voilà en quelque sorte la version intuitive de ce qui est formalisé ici à travers les équivalences. Et on passe à la question suivante. Et on a changé de sous-section, vous voyez, on est passé à la sous-section 2.3, propriété d'invariance des éléments propres, et on commence par l'invariance par conjugaison. Donc on se donne A et A' de matrices carrées, coefficient dans K, conjuguées. Conjuguées, ça veut dire qu'il existe une matrice P inversible, n croix n aussi, telle que A et A' soient reliés par cette relation de conjugaison, que vous pouvez aussi appeler une formule de changement de base, hein, A' égale P-1 AP. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies? Autrement dit, lesquelles, parmi les objets listés, de 1 à 8, les objets listés ici, sont identiques pour A et pour A'. Dit autrement, et c'est pour ça que c'est une question vraiment importante, lesquels de ces objets, lesquelles de ces caractéristiques d'une matrice sont invariants ou invariantes, caractéristiques au féminin, par changement de base, puisque on peut voir A' comme la transformée de la matrice A par un changement de base, et le changement de base, c'est le changement de base défini ou associé à P vu comme une matrice de passage. Donc, vous pouvez y penser de façon très concrète, parce qu'on a déjà vu concrètement des changements de base, lesquelles de ces caractéristiques suivantes sont des caractéristiques invariantes par changement de base. Et bien, je vous laisse mettre sur pause et donner votre sélection. Et voici la réponse. Alors, la réponse, c'est tout sauf 2. Sauf les espaces propres. Alors, on peut peut-être commencer par justifier pourquoi les espaces propres ne sont pas identiques pour A et pour A'. Et bien, c'est écrit en dessous, parce qu'ils sont
transformés, reliés par la matrice de conjugaison, matrice de changement de base. En voici une illustration, toujours sur notre figure du début des notes de cours. Je m'excuse parce qu'il y a les petits graffitis qui sont restés, mais sur cette figure, vous voyez les directions propres pour une matrice et pour ça transformer par changement de base. Bon là c'est une diagonalisation, mais c'est sur cet exemple. Mais les directions propres, bien sûr, elles sont en correspondance par la matrice de passage, mais elles ne sont pas identiques de part et d'autre du changement de base. Et si vous allez à la proposition du cours qui parle des vecteurs propres de deux matrices conjuguées, donc avec la même relation de conjugaison, vous voyez A' égale P moins 1 à P, ben vous avez cette proposition qui vous dit que la transformation P, les anciennes X en fonction des nouvelles X', la transformation P vous met en correspondance, naturellement, les espaces propres de A' et les espaces propres de A. Ils sont images l'un de l'autre par la transformation P. C'est ce que dit cette proposition. Maintenant, on revient à notre question test. Donc 2, c'est faux, mais tous les autres, c'est vrai. Et la manière peut-être la plus efficace de le justifier, c'est de dire que si A et A' sont reliés par cette formule de conjugaison, de changement de base, alors, pour tout scalaire lambda, les matrices A moins lambda identité et A' moins lambda identité sont elles aussi conjuguées par la même relation de conjugaison, par la même formule de changement de base. Du coup, si ces deux matrices sont conjuguées, alors elles ont même rang. Alors, la justification qu'elles ont même rang, de nouveau, il y a plusieurs manières de le justifier, mais une des manières de le justifier, c'est de dire que leurs noyaux sont en correspondance l'un de l'autre par la formule de changement de base, ce qui est normal, parce que leurs noyaux, c'est les espaces propres. On a vu les espaces propres, ils sont en correspondance par la matrice de passage. Donc si leurs noyaux sont en correspondance par cette matrice P qui est inversible, P est inversible, on l'a écrit ici, en dessus, inversible. Donc du coup, A et A' ont les mêmes valeurs propres, puisque les valeurs propres, c'est lorsque le rang de cette matrice n'est pas n, le rang de ces deux matrices n'est pas n, donc c'est pour les mêmes valeurs de lambda que leur rang ne vaut pas n, et les mêmes multiplicités géométriques qui sont les dimensions des noyaux, qui sont les dimensions, enfin qui sont les quantités complémentaires des rangs. Dimensions des noyaux qui valent n moins le rang, théorème du rang. Et aussi, puisque ces deux matrices A moins lambda identité et A' moins lambda identité sont conjuguées, elles ont le même déterminant. Chapitre déterminant, deux matrices conjuguées ont le même déterminant. Donc, elles ont le même polynôme caractéristique. Et donc la même trace et le même déterminant, puisque trace et déterminant, vous vous souvenez, ils apparaissent dans les facteurs du polynôme caractéristique. Et les multiplicités algébriques des valeurs propres, qui sont les multiplicités des racines du polynôme caractéristique, sont donc les mêmes aussi. Et c'est fini pour cette question. On passe à la question suivante. Question suivante, exactement la même question, qui porte sur une invariance d'éléments propres, mais cette fois-ci, ce n'est pas entre une matrice et sa conjuguée par une matrice de passage, c'est entre une matrice A, n croix n, carré, et sa transposée, A transpose. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies, ou parmi les éléments suivants, lesquels sont invariants par transposition. Bon, c'est une question de cours, tout ça, ça figure dans le cours. Je vous laisse mettre sur pause, prendre le temps de bien réfléchir à tous ces éléments et faire votre sélection. Et voici la réponse. Eh bien, la réponse, c'est la même que pour la question précédente, c'est-à-dire que tous les objets sont identiques pour A et pour A transpose, sauf les espaces propres. Donc la seule assertion fausse, c'est l'assertion 2. Alors,
Le fait que l'assertion 2 soit fausse, je n'ai pas d'explication très profonde à vous donner, puisque dans les notes de cours, je n'ai pas expliqué en profondeur comment étaient reliés les espaces propres de A et de A transpose. Ils sont reliés, ce qui les relie est relativement subtil, c'est lié à l'orthogonalité au produit scalaire. Donc je ne l'ai pas fait dans les notes de cours. En revanche, j'ai juste donné là un petit exemple pour vous montrer sur un exemple que les espaces propres de A et de A transpose n'ont aucune raison d'être égaux. Si vous prenez des matrices au hasard, les espaces propres ne seront jamais égaux. Et par exemple, si vous avez A égale cette matrice-là, et du coup A transpose égale cette matrice-là, vous voyez, elles sont transposées l'une de l'autre. Bah, si vous regardez concrètement pour ces matrices les directions propres, ces matrices, elles ont toutes les deux pour valeur propre 0 et 1, et les directions propres tout simplement diffèrent, je vous les ai précisées là. Donc 2 est faux, et le fait que les 7 autres objets soient identiques pour A et A transpose, c'est le même argument que pour la question test précédente. L'argument, c'est que si A... l'argument, c'est que les deux matrices A moins lambda identité et A transpose moins lambda identité sont encore transposées l'une de l'autre. Je l'ai justifié avec ce petit calcul ici. A transpose moins lambda in, c'est A moins lambda in transpose. Et deux matrices transposées, donc ces deux matrices-là, vous savez qu'elles ont même rang. Ça, c'est le fameux théorème rang des lignes égale rang des colonnes. Donc, puisqu'elles ont même rang, eh ben, leur rang n'est pas égal à n pour les mêmes valeurs de lambda. Et donc, ça veut dire que A et A transpose ont les mêmes valeurs propres. Les valeurs propres, c'est lorsque le rang de ces matrices ne vaut pas n. Et la multiplicité géométrique, c'est la dimension du noyau de ces deux matrices. Si elles ont même rang, elles ont aussi des noyaux de même dimension. Théorème du rang. Donc, même valeur propre pour A et A transpose, et même multiplicité géométrique, même dimension des espaces propres. Et puis, vous savez aussi que deux matrices transposées ont le même déterminant, et le déterminant de ces deux matrices, eh bien, ce sont les polynômes caractéristiques de A et de A transpose. Donc A et A transpose ont le même polynôme caractéristique, et du coup, puisque ça intervient dans l'expression du polynôme caractéristique, la même trace, enfin ça c'était aussi évident que A et A transpose ont la même trace par définition de A transpose, et le même déterminant, mais ça on le savait aussi, d'après le cours sur les déterminants, mais voyez, on retrouve des choses qu'on savait déjà. Et du coup, comme elles ont le même polynôme caractéristique, les valeurs propres ont les mêmes multiplicités algébriques. Et on peut passer à la question suivante. Alors, une petite question qui sera plus rapide à traiter. Vrai ou faux, les coefficients diagonaux d'une matrice triangulaire sont exactement ces valeurs propres répétées suivant leur multiplicité géométrique. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse c'est faux, mais peut-être que vous vous êtes laissé piéger, c'est presque vrai. Pour rendre l'assertion vraie, il suffit de substituer l'adjectif géométrique par algébrique, multiplicité géométrique par multiplicité algébrique. Et voilà la proposition du cours qui correspond à cette question test. Si une matrice A est triangulaire, à plus forte raison diagonale, ses coefficients diagonaux sont exactement ses valeurs propres, comptées avec leur multiplicité algébrique. Et la raison, c'est que si à la matrice A, vous retirez lambda identité, vous avez encore une matrice triangulaire dont le déterminant est le produit des coefficients diagonaux. Donc le polynôme caractéristique a cette forme factorisée qui permet de dire que les valeurs propres, les racines du polynôme caractéristique, comptées avec leur multiplicité algébrique, leur multiplicité en tant que racines, sont exactement les coefficients diagonaux de la matrice, pourvu qu'elle soit triangulaire. Et on peut passer à la question suivante. Alors on a changé de sous-section et on fait une petite sous-section sur projecteur et symétrie. Première question, quelles sont les valeurs propres d'un projecteur? Je vous laisse préparer votre liste de valeurs propres, mettre sur pause, et voici la réponse. La réponse c'est 0 et 1 les valeurs propres. Alors, le plus souvent c'est les deux, c'est-à-dire c'est à la fois 0 et à la fois 1.
Ça peut être seulement 0, seulement 1, pour une raison un peu liée à la définition formelle d'un projecteur, c'est que l'application identité, dont la seule valeur propre est 1, et l'application nulle, dont la seule valeur propre est 0, ce sont des projecteurs. Formellement, on les considère comme des projecteurs. Ça rentre dans la classe des projecteurs. Mais bon, c'est des projecteurs qui sont très particuliers. Et l'identité et l'application nulle, on n'a pas besoin enfin, on sait très bien ce que ça fait. On n'a pas besoin de la notion de projecteur pour les comprendre, si vous voulez. Ce ne sont pas des projecteurs très intéressants. Donc les autres projecteurs, eux, ils ont bien les deux valeurs propres 0 et 1. Alors, il y a plusieurs manières de voir que... Alors, pour la justification que les autres ont bien les deux valeurs 0 et 1, on verra la question suivante. Mais pour dire qu'il n'y a pas d'autres valeurs que 0 et 1, il y a plusieurs manières de le justifier. Une des manières de le justifier, c'est d'utiliser la propriété formelle de projecteur, qu'un projecteur, c'est idempotent. Donc ça vérifie P rond P égale P. Et du coup, si V est un vecteur propre non nul de P pour une valeur propre lambda, ben, P de V, ça vaut d'une part lambda V, puisque V est vecteur propre pour la valeur propre lambda, et d'autre part, P de V, c'est P rond P de V, puisque P rond P égale P. Donc P de V, c'est lambda V, ça fait P de lambda V, ça fait lambda de V. Donc du coup, lambda égale lambda 2, puisque V est non nul. Hein. V est supposé non nul. Donc ça entraîne lambda égale lambda 2, donc lambda égale 0 ou 1. Voilà, ça c'est vraiment une justification un peu formelle que les valeurs propres sont 0 et 1. Si vous pensez concrètement à ce que c'est qu'un projecteur, vous vous dites, moi j'ai l'impression que je n'ai pas besoin de cette justification formelle pour montrer que les valeurs propres c'est 0 et 1, et c'est ce qu'on va faire dans le test suivant. Donc je voulais vous dire que cette justification formelle, elle est acceptable, mais ce n'est pas la plus intuitive. Si vous la trouvez un peu difficile à saisir, avec la question suivante, peut-être ça va devenir plus concret. Donc on passe à la question suivante. Et la question suivante, vrai ou faux, un projecteur est-il toujours diagonalisable? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a toujours une base de vecteurs propres? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et votre réponse, normalement, elle est guidée par ce qu'on a vu à la question précédente, c'est-à-dire que les valeurs propres, c'est 0 et 1. Donc, pour savoir si le projecteur est diagonalisable, il faut savoir est-ce qu'il y a une base de vecteurs propres, sachant que les seules valeurs propres possibles, c'est 0 ou 1. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Et bien la réponse, c'est vrai. Et j'ai essayé de... Donc j'ai donné une réponse détaillée ici et j'ai essayé d'illustrer à travers ce petit dessin-là. Ce petit dessin-là, c'est juste un projecteur dans lequel on a dessiné le sous-espace vectoriel F sur lequel on projette, et le sous-espace vectoriel G parallèlement auquel on projette. Et regardez ce que j'ai écrit, mais ça c'est assez facile à justifier de plein de manières. D'ailleurs, on l'avait déjà vu dans le chapitre application linéaire. C'est que, bien sûr, tous les vecteurs bleus, ils sont déjà projetés, donc ils sont invariants. Donc c'est des vecteurs propres pour la valeur propre 1. Et tous les vecteurs verts, ils sont projetés sur 0. Donc c'est des vecteurs propres pour la valeur propre 0, c'est le noyau. Et ces deux sous-espaces propres, F et G, ils sont supplémentaires. Donc ils fournissent suffisamment de dimensions propres pour que la... Donc, si vous voulez, ils fournissent suffisamment de dimensions propres pour faire une base de vecteurs propres. Si vous prenez une base de F et une base de G, ça vous fait une base de l'espace tout entier puisque F et G sont supplémentaires. Et c'est bien une base de vecteurs propres, puisque les vecteurs de F ils sont propres, valeur propre 1, et les vecteurs de G ils sont propres, valeur propre 0. Et d'ailleurs, non seulement P est diagonalisable, mais dans cette base constituée d'une base de F et d'une base de G, la matrice du projecteur, elle aura cette forme-là très simple. Elle sera diagonale, donc elle est bien diagonalisable, du coup P est bien diagonalisable, la matrice est diagonale, avec dans le premier bloc qui correspond aux dimensions de F, l'identité, et dans le deuxième bloc qui correspond aux dimensions de G, 0. Et au passage, on retrouve de manière beaucoup plus concrète à travers l'expression de la matrice P dans cette base adaptée
le fait que les valeurs propres, bien sûr, c'est 0 et 1. Il ne peut pas y en avoir d'autres puisque vous avez suffisamment de multiplicité géométrique pour atteindre toute la dimension de l'espace. Donc il ne peut pas y avoir d'autres valeurs propres que 0 et 1 de toutes les manières. Et on passe à la question suivante. Et bien vous voyez, c'est la même question, mais au lieu d'être un projecteur, on la pose pour une symétrie. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Ben, normalement, une fois que vous l'avez fait pour un projecteur, c'est beaucoup plus facile pour une symétrie. Les deux valeurs propres, c'est plus 0 et 1, c'est moins 1 et 1. À nouveau, le plus souvent, ce sera les deux. La seule raison pour laquelle ça peut ne pas être les deux, c'est que l'identité, dont la seule valeur propre c'est 1, et moins l'identité, dont la seule valeur propre c'est moins 1, formellement, on les considère comme des symétries. Mais ce n'est pas des symétries très intéressantes. Pour comprendre l'identité et moins l'identité, on n'a pas du tout besoin de la notion de symétrie. Donc c'est plutôt les autres symétries qui sont les plus intéressantes. Et pour les autres symétries, il y a bien les deux valeurs propres, 1 et moins 1. Alors, pour justifier ça de manière plus concrète, ça va être comme pour les projecteurs, on verra question suivante. Pour justifier de manière un petit peu abstraite, formelle en quelque sorte, que les seules deux valeurs propres possibles, c'est moins 1 et 1, voilà un argument formel qui est le décalqué de l'argument pour l'analogue de l'argument précédent pour les projecteurs, mais adapté pour les symétries. Vous dites que si V est un vecteur propre de S, excusez-moi, pour une valeur propre lambda, V pour une valeur propre lambda, alors cette fois-ci c'est S rond S de V qu'on peut écrire de deux manières différentes. D'une part, S rond S de V comme S est involutive, c'est égal à V, et d'autre part, c'est S de S de V, mais S de V c'est lambda V, puisque V est vecteur propre pour la valeur propre lambda. Donc c'est S de lambda V, c'est lambda S de V, c'est lambda de V. Du coup, puisque V est non nul, cette égalité entraîne lambda 2 égale 1, donc lambda égale plus ou moins 1. Et rendez-vous question suivante pour une justification plus concrète de ça. Question suivante, on passe à la question suivante. Même question que pour les projecteurs au slide précédent. Vrai ou faux, une symétrie est toujours diagonalisable. Je vous laisse mettre sur pause, réfléchir et donner votre réponse. Et voici la réponse. Alors, la réponse, c'est vrai, et l'argumentaire, c'est essentiellement le même que pour le slide précédent, donc peut-être que je peux aller un peu plus vite maintenant. Là, vous avez un argumentaire formel, et puis je l'ai illustré par le petit dessin ici. Si vous prenez les deux sous-espaces supplémentaires F et G, F, celui par rapport auquel vous faites la symétrie, et G, celui parallèlement auquel vous faites la symétrie. Alors sur le dessin, je les ai dessinés orthogonaux, mais ils ne sont pas forcément orthogonaux, vous vous souvenez. Et bien, ces deux sous-espaces, ce sont deux sous-espaces propres, ils sont constitués de vecteurs propres pour S, puisque les vecteurs de F, vous voyez, ils sont invariants par la symétrie, donc c'est des vecteurs propres pour la valeur propre 1, et les vecteurs de G, ils sont renversés par la symétrie, donc c'est les vecteurs propres pour la valeur propre moins 1. Et quand vous prenez une base de F, une base de G, ben vous avez une base de l'espace tout entier. Donc la multiplicité géométrique de la valeur propre 1 et de la valeur propre moins 1, ça suffit à garantir que S est diagonalisable, puisque en prenant une base de F et une base de G, vous avez suffisamment de dimensions pour faire une base de vecteurs propres. Et dans cette base, constituée d'une base de F et d'une base de G, la matrice de la symétrie, elle a cette forme très simple que j'ai écrite ici. Vous voyez, le bloc correspondant au vecteur de F, c'est des vecteurs propres pour la valeur propre 1, et le bloc correspondant au vecteur de G, c'est des vecteurs propres pour la valeur propre moins 1. Et donc, vous avez suffisamment de dimensions propres pour faire toute la dimension, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres directions propres et pas d'autres valeurs propres. Et en général, vous avez bien les deux valeurs propres 1 et moins 1, sauf si un des blocs, le bleu ou le vert, envahit tout, et à ce moment-là, c'est que l'application S, c'est soit l'identité, soit moins l'identité. Et on peut passer à la question suivante.
Juste au passage, un dernier commentaire sur ce slide et le précédent. C'est des choses qui auraient presque pu figurer dans le cours, hein. Vous pouvez les considérer comme des questions tests qui sont des compléments de cours, on va dire. Hein, c'est des grands classiques. Encore un dernier commentaire. Normalement, vous voyez que avec cette notion de vecteur propre et de base de vecteur propre et de diagonalisation, normalement, ça vous donne une compréhension presque meilleure des projecteurs et des symétries. Hein. Une symétrie, c'est une transformation linéaire qui a cette forme-là dans une base adaptée, et pareil pour un projecteur. Allez, pour cette fois-ci, on passe pour de bon à la question suivante. Et une bonne nouvelle, on est sur la dernière sous-section de cette vidéo. On est sur le dernier slide et on est sur l'avant-dernière question, parce qu'il y aura 2 questions sur ce slide. Et ce slide, il va porter sur les matrices nilpotentes. Une matrice nilpotente, c'est une matrice A telle que A puissance. Pardon. Voilà, j'ai rappelé ici la définition d'une matrice nilpotente. C'est une matrice pour laquelle il existe un exposant à partir duquel, un exposant P à partir duquel A puissance P vaut 0, un entier P. Et la question qui est posée, vrai ou faux, toute matrice nilpotente a une seule valeur propre et cette valeur propre vaut 0. Je vous laisse mettre sur pause, réfléchir et donner votre réponse. Et voici la réponse. Alors la réponse c'est vrai. Et voilà la justification. Si vous avez un vecteur propre V non nul pour une valeur propre lambda, alors vous vous souvenez ce qu'on avait dit déjà dans des questions précédentes, c'est que si V est vecteur propre pour la valeur propre lambda, alors tous les multiples de V, donc toute la droite span de V engendrée par V, est aussi constituée de vecteurs propres pour la valeur propre lambda, par linéarité de A. Et donc ça veut dire que A laisse invariant cette droite vectorielle engendrée par V et agit dessus comme la multiplication par lambda. Chaque fois que vous appliquez A, ça multiplie par lambda. Donc si vous appliquez A au carré, ça multiplie par lambda 2. Si vous appliquez A puissance P, ça multiplie par lambda puissance P. Or, pour P suffisamment grand, AP est la matrice nulle, ce qu'on a écrit ici. Et donc ça vous donne A puissance PV égale 0. Et comme V, le vecteur, est un vecteur supposé non nul, puisque c'est un vecteur propre, et bien ça entraîne lambda égale 0. Donc la seule valeur propre possible pour une matrice nilpotente, c'est 0. Elle n'a pas d'autre valeur propre que 0. Alors elle a bien 0 pour valeur propre, on peut le montrer de plusieurs manières différentes, mais tout simplement parce que de toutes les façons, toute matrice a une valeur propre, réelle ou complexe, puisque la somme des multiplicités algébriques des valeurs propres, c'est la dimension de l'espace. Donc on peut dire que 0 est valeur propre de multiplicité algébrique n. Et puis il y a cette remarque, on peut aussi montrer que une matrice dont 0 est la seule valeur propre est nilpotente. Mais on ne va pas le faire ici. Hein. On passe à la question suivante, qui est la dernière question de cette vidéo. Vrai ou faux, toujours pour une matrice nilpotente, et en s'appuyant sur la question précédente, une telle matrice a pour polynôme caractéristique un polynôme caractéristique qui a cette forme-là, il vaut P indice A de lambda égale moins lambda puissance n. Vrai ou faux? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est vrai. Et la raison, c'est que, on l'a dit auparavant, la seule valeur propre possible, c'est 0. Donc la seule racine du polynôme caractéristique, c'est 0. Et la multiplicité de 0, donc en tant que racine, du polynôme caractéristique, du coup, c'est le degré du polynôme caractéristique, puisque c'est la seule racine. D'après le théorème fondamental de l'algèbre, la somme des multiplicités des racines vaut n. Comme c'est la seule racine, sa multiplicité vaut n. Du coup, on peut factoriser le polynôme caractéristique par lambda puissance n. Donc on peut sortir lambda, lambda, lambda en facteur n fois. Et comme c'est un polynôme de degré n, qu'est-ce qui reste en facteur? Une constante. Et la constante, c'est la valeur du terme dominant du polynôme caractéristique. Et si vous regardez les notes de cours,
Et voilà les notes du cours. Excusez-moi, les graffitis sont restés parce que je vais revenir aux questions test. Le terme dominant du polynôme caractéristique, c'est moins lambda puissance n. Excusez-moi, j'ai dit moins lambda puissance n. Le terme dominant, c'est moins 1 puissance n. Et donc, une fois que vous avez mis lambda puissance n en facteur, le facteur, c'est le facteur du terme dominant du polynôme, c'est moins 1 puissance n. Et moins 1 puissance n fois lambda puissance n, ça fait bien moins lambda puissance n. Réponse vraie. Et c'est terminé pour cette vidéo numéro 2 sur les tests sur valeur et vecteur pop. Merci pour votre attention, bravo pour être allé jusqu'au bout et rendez-vous dans la 3e vidéo.